Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin dans l'invité du direct Monsieur Abdelhakim Soufi, président directeur général de Massirvi. Monsieur Abdelhakim Soufi, bonjour. Bonjour. Merci de revenir à l'invité du direct et à Radio M. Ah, c'est une consécration. Refaire deux fois l'invité du direct, c'est quand même honorable. Merci beaucoup. La première fois, ça remonte déjà à septembre 2015. Ça fait pas si loin. Pour nous, ça fait longtemps. Il y a un exercice entre-temps qui s'est déroulé de manière complète, l'année 2016. Oui. On peut en prendre des nouvelles. Elle a été bonne pour Massirvi? Ah, elle a été bonne pour Massirvi. On a fait un bond de 8% en termes de chiffre d'affaires. On aurait pu faire beaucoup plus. Bon, il y a des éléments d'appréciation que l'on doit revoir avec le ministère des Finances d'un point de vue purement fiscal. Mais ça annonce de belles choses pour l'année à venir. Bon, ce qu'on remarque aussi, c'est que la croissance du secteur est portée par la croissance du secteur des assurances est portée par les compagnies d'assurance de personnes. Donc ça nous donne beaucoup de on est vraiment très motivés. Mais ça nous encourage. Est-ce que cette croissance n'est pas déjà en train de se ralentir? Je me souviens que justement en septembre 2015 sur les 3 premiers trimestres, vous étiez passé en septembre, vous étiez sur une croissance de 21%. Oui, c'est normal. Quand vous n'oubliez pas que nous avons maintenant 6 ans d'existence. Évidemment, au début c'est du 100%, après c'est du 80%, après c'est du 20%, mais en comparaison structurelle, en comparaison par rapport à l'année précédente, là on a fait 8% parce que nous devions annuler certaines polices qui avaient été émises et qui accrochaient une année sur l'autre, et donc du coup ça nous a fait un calcul en deçà de ce qu'on espérait, mais en moyenne depuis maintenant 6 ans c'est entre 15 et 20% de croissance. L'année prochaine on est sûr, Barab Inch'Allah, de faire une croissance plus importante que celle de 8%, mais c'est déjà en soi une exceptionnelle croissance, dans le sens où tout le secteur a eu une croissance de 2%. Oui, alors on va comparer vos performances à celles du secteur, et on sait que déjà qu'elles sont meilleures. On essaie de comprendre pourquoi. Quand vous dites que c'est normal que parce que la croissance se fait d'une année sur l'autre sur un volume d'affaires qui a grossi, donc pour faire 1% de plus sur quelque chose qui est beaucoup plus gros, et c'est plus difficile. Alors qu'au début, on part de très bas, et donc c'est plus facile de faire des chiffres. Alors, de quoi on parle? De quel ordre de grandeur en chiffres on parle? C'était à peu près 1,2, 1,3 milliards de dinars en 2015. Aujourd'hui, on est à 1,5. Vous êtes à 1,5. Et par rapport à SIAR, qui est votre maison mère, qui est dans le métier historique de l'assurance dommage, 1% de croissance. Ça donne, oui. Et en chiffre d'affaires, 9 milliards de dinars. 9 milliards de dinars. Donc vous faites à peu près, en gros, un peu plus de, 12-13% du chiffre d'affaires de SIAR. À peu près. Peu près, ouais. C'est la bonne allure, c'est la bonne croissance? C'est une bonne croissance pour ne pas avoir une crise de croissance. Parce que si on va trop vite, on va dans la crise? Ah, évidemment, parce que vous ne maîtrisez plus rien. Nous avons, vous savez, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que il y a une prise de conscience sur les assurances de personnes. Et puis n'oubliez pas que les assurances de personnes, le ratio combiné, ce qu'on appelle nous le ratio combiné, c'est le rapport sinistre à prime, est extrêmement en faveur de la compagnie. C'est-à-dire qu'on n'a pas une sinistralité qui est aussi importante en termes de volume, en termes de volumétrie, que celle du dommage. Pourquoi? Parce que le dommage, c'est tous les jours que vous recevez des centaines de constats d'accidents, notamment véhicules, sachant que 60 à 70% de tous les portefeuilles de toutes les compagnies d'assurance sont composés d'automobiles. Alors que la bousculade de Mecca, c'est une fois tous les 10 ans. C'est un peu sinistre que je dis, mais... On peut faire ce type de comparaison. Bon, espérons qu'il y en ait plus. Ce qu'il y a, c'est que il faut comprendre que l'automobile est, pour les assureurs dommages, est une branche qui ramène du cash, effectivement, qui fait du chiffre d'affaires, mais c'est traditionnellement et historiquement une branche déficitaire. Donc il y a un travail à faire. Mais c'est-à-dire que moi, je suis d'un naturel optimiste. Je ne me permettrai pas de donner à mes collègues des conseils, mais parce que je ne suis pas dans la branche aujourd'hui. Ce que je peux juste conseiller, c'est de faire de cette faiblesse
de l'automobile, de cette branche qui est déficitaire, une force. Alors, je m'explique. Il y a des solutions pour soutenir et pour pouvoir compenser cette perte en termes de sinistralité. Ces solutions-là existent, mais il faut avoir la volonté, de par les compagnies, de pouvoir varier les investissements et de pouvoir mettre en place de nouvelles sociétés qui permettraient d'avoir un effet de levier, de filialiser certaines sociétés, de les créer donc sous forme de filiales, pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est en train de se passer en mal, entre guillemets, au niveau des compagnies dommages, et de pouvoir en faire du bien dans les filiales. On va pouvoir revenir, parce qu'on va parler quand même de l'écosystème. Alors, il y a, encore une fois, on va revenir à cette entretien référence de septembre 2015, vous étiez à 48% de part dans votre portefeuille métier de part d'assurance voyage. Oui. Et à l'époque, vous disiez, Monsieur Soufi, que c'était un bon signe parce que ça montrait que vous étiez équilibré et que vous ne marchiez pas que sur un seul pied. Absolument. Est-ce que c'est toujours le cas? Non. Alors aujourd'hui, on est passé leader dans le domaine de l'assurance voyage. Donc on est passé à 53, voire 58%, 58% de notre portefeuille en assurance voyage. On assiste aussi à une augmentation de 14% sur l'assurance, sur la garantie assurance groupe, qui renseigne sur les efforts commerciaux qu'on est en train de faire et sur la maturité qu'ont les entreprises pour pouvoir souscrire à ce type et s'engager à souscrire à ce type d'assurance. Mais aujourd'hui, vous voyez, on est passé en tant que leader. Ça veut dire que l'effort publicitaire, marketing très agressif qu'on a mis en place fait que la compagnie d'assurance Maservie commence à devenir un réflexe. C'est-à-dire, à la limite, au lieu de dire on va prendre une assurance voyage, on va chez Maservie. Voilà ce qu'on dit. Et ça nous fait... À ce point ? Ça nous fait plaisir. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Faut pas se reposer sur ses lauriers, mais on a une façon de voir les choses, une façon d'analyser nos actions marketing qui commence à devenir de plus en plus ciblée. Avant, c'était des publicités et des communications institutionnelles. Maintenant, on est sur des véritables communications produits. Et on cible la clientèle et on commence à aller sur des récupérations de données qui sont très précises, d'âge, de catégories socio-professionnelles, de nombre, de statistiques de voyage. C'est-à-dire que vous, par exemple, on pourrait savoir éventuellement, en analysant notre base de données à nous, que vous faites 2 ou 3 fois l'aller-retour entre l'Algérie et les pays de la communauté européenne. Donc du coup, non, c'est plus le Maghreb, moi. Ouais, le Maghreb est aussi couvert par nos produits. Mais en tout cas, voilà ce qu'on est en train de faire. Donc on est en train de faire un véritable travail d'analyse sur notre base de données. Je me souviens, on devient leader de l'assurance voyage avec 25% de part de marché de l'assurance voyage. Non. Ma question, c'est quelle est votre part de marché? Aujourd'hui, je sais pas comment vous le savez, mais en fait, effectivement, on est à peu près à 25%. On représente 25% du marché des assurances de personnes en Algérie. Un voyageur sur 4 vient s'assurer chez vous. Absolument. Absolument. Alors, si on comprend bien, toute l'activité a cru, donc a eu un bon comportement, mais la croissance de l'assurance voyage a été plus rapide que l'assurance groupe. Absolument. Parce que les Algériens voyagent plus ou parce que vous avez été plus agressif sur le plan du marketing? Les deux. Vous remarquez un peu partout, vous voyez à Oran, Alger, à Annaba, vous voyez les chaînes au niveau de TLS, etc., qui sont pour certaines raisons autres que celles que je vais vous évoquer, mais ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que vous voyez d'abord, c'est qu'il y a une très forte envie du consommateur algérien de voyager. Il y a une plus grande facilité d'acquisition du visa. Il y a eu pendant un certain moment une augmentation des visas octroyés aux gens, et les gens ont tenté leur chance. Donc maintenant c'est plus quelque chose d'impossible. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les agences, et bon, aussi faut comprendre aussi qu'on est très très proche de notre clientèle, tant en termes physiques, c'est-à-dire de boutiques physiques qui soient sur le territoire national. On les a disposées sur une étude qui a été faite par quartier, commune, wilaya, et de densité démographique sur ces 3 paramètres. Donc on est allé vraiment très loin pour savoir où poser nos agences et pouvoir capter l'attention de la clientèle. Ça, c'est d'une part.
vous avez reformaté le réseau parce qu'il y a quelques mois, vous étiez porté par le réseau de la maison mère, SIAL. Maintenant, vous avez développé en parallèle une partie de réseau. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le réseau de la SIAR est devenu notre réseau puisque nous avons aujourd'hui agréé 183 agences qui étaient agréées par la SIAR pour avoir l'agrément en dommages. Et aujourd'hui, ils ont l'agrément en vie avec MaService. Mais comment ça se passe sur le plan commercial quand on rentre dans une boutique? C'est les deux enseignes qui vous accueillent? C'est les deux enseignes et on respecte parfaitement la réglementation qui stipule qu'il faut avoir un bureau MaService qui soit affiché, donc que le nom de MaService soit affiché. Vous rentrez, vous avez votre interlocuteur et votre manager de compte qui est là et qui va vous prendre en charge. On va dire tout à l'heure quelques mots sur une autre façon de vendre, évidemment, vos produits et de collecter de la prime, évidemment, la digitalisation de MaService, c'est un volet qui est prévu. Mais auparavant, je voulais juste, déjà, sur ce sentiment, que vous me disiez, vous considérez maintenant que définitivement le choix que vous avez fait en 2011 à la différence de vos concurrents, de créer une filiale assurance aux personnes, je parle de SIAL, ce choix-là, d'aller vers un marché nouveau, alors que vous aviez cette activité, elle était dans SIAL, voilà, et de mettre 1 milliard de dinars de capital social de départ. Est-ce que ce choix, il est définitivement consolidé comme étant un bon choix? Ça a été un choix stratégique. Qui n'a pas été pris à la légère. Ça a été une décision qui n'a pas été prise à la légère. Nous l'avons fait. Pour différentes raisons, parce que on savait pertinemment qu'on ne pouvait pas être handicapé et ne pas avoir tout le panel de produits qu'on avait précédemment et qu'on proposait à la clientèle. Faut pas oublier que nous sommes une partie du secteur privé. On vient du secteur privé. Donc imaginez, c'était déjà une tare à l'époque. Donc imaginez maintenant qu'on n'ait pas les produits en assurance de personnes. C'était pour nous un scénario qui était quand même assez difficile à gérer. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place la compagnie d'assurance de personnes, donc MaService, le 11 août 2011. On a commencé avec un portefeuille qu'on avait repris de la maison mère qui était évalué à 225 millions de dinars de primes, donc de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 milliard. La question, je vous la repose. C'est clair que c'était un bon choix. Voilà. C'est une croissance à 3 chiffres. Alors, tout de même, j'ai le sentiment que la partie assurance groupe devrait quand même être la locomotive, ou en tous les cas c'est comme ça que vous la voyez, parce que c'est celle sur laquelle j'imagine qu'il y a les marges les plus importantes. Et est-ce que les chefs d'entreprise sont plus sensibles à votre discours? Il faut apporter un produit d'assurance groupe à votre ressource humaine. Alors, je vais vous expliquer le phénomène. Au début, les assurances groupes étaient considérées comme une option supplémentaire qui permettait de fidéliser la ressource humaine. Ça s'arrêtait là. Même pas fidéliser. C'était, on vous a ramené un avantage. On vous a ramené quelque chose. Donc le chef d'entreprise disait à ses collaborateurs, il disait, je vous ai ramené quelque chose dans la corbeille de la mariée avec l'assureur. Et après, il faut pas leur en vouloir. C'est qu'il fallait déjà leur dire pourquoi c'était important de pouvoir donner ce type de garantie à des collaborateurs. Et puis, les 4 années qui ont suivi notre mise en place sur le marché ont été nécessaires pour commencer à recueillir les fruits de la politique de communication qu'on avait faite, qui était une politique de communication, comme je vous l'ai dit, institutionnelle, et après, d'information. On a passé notre temps à informer et à faire comprendre tant les chefs d'entreprise que les directeurs des ressources humaines, que même les collaborateurs. On a pris le temps de discuter avec eux et de dire. Et on a eu des cas, et c'est là le miracle, parce que c'est un véritable miracle. On a eu des cas où des gens avaient des sinistres qui n'entraient pas dans le cadre quelqu'un qui s'est brûlé à la maison. Il y avait quelqu'un qui s'était brûlé à la maison, il y avait quelqu'un, une personne qui a accouché avant terme et qui n'était pas pris en charge dans le contrat. Il y en a eu des tonnes. Hein. Je peux vous envoyer des lettres, je peux vous envoyer des rapports, je peux même vous donner des exemples, dont un exemple, et c'est celui qui me tient à cœur. Une grande entreprise, plus de 5000 employés, une dame qui accouche donc avant terme. Et cette dame-là, à un moment donné, écoutez, vous savez, quand quelqu'un accouche avant terme, il n'a pas
systématiquement les moyens pour la couveuse, pour tout plein de choses qui sont paramédicales, enfin qui viennent après l'accouchement. C'est terriblement émouvant parce que c'est le côté humain, c'est le côté humaniste que l'on doit avoir, enfin du moins que je défends, que l'on doit avoir au niveau d'une compagnie d'assurance, parce qu'effectivement on est là pour faire du bénéfice, on est là pour faire des affaires, mais on est aussi là pour faire notre mission, qui est notre mission première, c'est d'assister. Et là, ça cesse d'être une option. Oui, mais en Algérie, je vais vous expliquer une chose. En Algérie, parce que pour réussir en Algérie, faut pas avoir les meilleurs taux, faut pas avoir les meilleurs contrats, faut connaître la mentalité des Algériens. On a ce qu'on appelle l'Ourfa. L'Ourfa est extrêmement importante, forte shidda. Alors, nous, on a eu cet exemple-là, et la chance qu'on a au niveau de Masservi, c'est qu'on est une équipe jeune, souple et homogène. Ça veut dire qu'une prise de décision peut être prise, donc même pas dans l'heure, dans la demi-heure. Donc, il y a le responsable des ressources humaines de cette entreprise qui appelle notre directeur production, et qui lui dit, écoute, voilà, on a un contrat, on est d'accord, mais on a un cas qui sort des limites du contrat. Est-ce que tu pourrais aider cette personne? Est-ce que tu pourrais l'aider? Uniquement l'aider, un petit quelque chose, allez, on va dire 700 dinars par jour, etc., etc. Alors, le directeur production, et j'insiste beaucoup, parce qu'on fait des réunions périodiques où je leur dis quand il y a quelque chose d'humainement grave, avec un sentiment humanitaire, quand il s'agit d'un enfant, quand il s'agit de parents, quand il s'agit de frères ou de sœurs, l'essentiel, mettez-moi au courant. Mettez-moi au courant, et puis on prend une décision collégiale et on y va. Et effectivement, donc il m'a appelé, et j'ai beaucoup d'émotions à en parler, parce qu'à chaque fois c'est toujours la même émotion qui me remonte. Et cette dame-là ne savait pas si sa fille allait être vivante, allait vivre ou mourir. Et j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile parce que dans notre pays, il y a encore des gens qui sont dans des catégories socio-professionnelles qui sont quand même plus ou moins à l'aise. Et l'exemple qui est le nôtre, c'est que le monsieur voulait vendre sa voiture. Bah oui. Pour payer la clinique. Et on a fait ce qu'on devait, ce que tout bon musulman et ce que tout bon être humain devrait faire, à mon sens. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, écoutez, on va pas prendre en charge les 700 dinars ou 400 dinars, je suis désolé. On va juste faire une chose, à condition que ça soit nous qui y allons. Il faut qu'on sache où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, il faut qu'on la voie. On prend tout en charge. Alors nous, c'est bien beau, on dit qu'on gagne 1,5 milliard de dinars on fait 1,5 milliard de dinars de chiffre d'affaires. On fait des centaines de millions de dinars de bénéfices ou un truc comme ça, et puis enfin bref. Pour 400 000 dinars ou 500 000 dinars, on va faire la fine bouche. Vous pensez qu'on va pouvoir faire ça? Oui. Alors ça, Monsieur Soufi, ça vous permet de fidéliser un client? Non. Non, le résultat. Vous, le fait d'être content et en bonne harmonie avec votre conscience. Non. C'est bien. Mais ça ne permet pas de gagner, ou le bouche à oreille va faire le reste? Non, c'est pas le bouche à oreille. C'est une philosophie. C'est une façon de voir les choses et c'est une façon d'agir dans un marché. Si on croit que dans ce pays, qui n'est pas le Maroc, qui n'est pas la Tunisie, qui n'est pas l'Europe, si vous croyez que dans ce pays, toutes les lignes de contrat doivent être respectées à la lettre, vous n'avancerez pas. Mais c'est ça qui fait qu'AXA a des difficultés dans la branche vie, qu'il n'avance pas aussi vite. AXA n'a avec pas, la culture internationale française, on va pas leur jeter la pierre, ils ont des qualités, des vouloureux, mais ils ont peut-être pas, c'est ce qui leur manque peut-être? AXA fait quand même 72 milliards d'euros en Europe. Oui, on parle de l'Algérie. On parle de l'Algérie. L'Algérie, ils font quand même 13 millions de dinars de bénéfices. Et un bon chiffre d'affaires. Ils ont eu des problématiques. Ils sont pas encore devant vous. Pardon? Si, ils sont numéro 1 de la vie. Non, ils sont pas numéro 1 de la vie. Ils ont un classement qui est le leur, et ce sont des gens qu'on respecte parce que ce sont des gens qui ramènent un certain savoir-faire, et puis c'est quand même des gens extrêmement respectables et que l'on se doit de respecter. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, d'abord, c'est AXA, et la deuxième, c'est surtout un investissement direct étranger. Oui, j'ai cité AXA, c'est pas pour me brouiller avec qui que ce soit, c'est parce que vous avez insisté sur l'aspect culturel qui fait que une boîte peut s'identifier, personnaliser son approche, etc. Absolument. Et voilà, ça m'a posé la question. Quand on a une approche globale, internationale, on peut perdre de vue cet aspect. Quand on devient, c'est pour ça que quand on s'approche du soleil, on se brûle. On se brûle. C'est pour ça qu'il faut toujours rester les pieds sur terre. Il faut connaître ses limites et il faut connaître surtout ses clients. C'est-à-dire ne pas arrêter de voir devant et essayer de voir la base. Ce qui fait que ce qui vous ramène de la prime, c'est qui? C'est vos clients.
Donc, faites attention à vos clients. Effectivement, il y a des moments où vous pouvez pas les payer, hein. Bien sûr. C'est-à-dire, on n'est pas en train de donner de l'argent ou, non, c'est trop, hein. Mais il y a des moments où il y a le cœur qui doit prendre les devants sur la réflexion logique ou la réflexion contractuelle. Alors, on était dans on va dire l'illustration émouvante des cas où on peut se distinguer et sortir du cadre d'un contrat pour faire plus. Mais de manière générale, est-ce que vous trouvez que vos pairs, chefs d'entreprise, sont devenus plus sensibles à la nécessité d'apporter une sécurité supplémentaire à leurs équipes, à leurs ressources humaines? Alors, parce que c'était votre grand chantier. Absolument. Il y a 2 ans. Alors, moi, je peux vous dire que c'est, je n'aime pas le mot, j'aime pas dire que on a réussi à le faire. Parce que c'est c'est un travail de longue haleine et qui ne se termine jamais. Alors, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une prise de conscience des chefs d'entreprise et une prise de conscience même des salariés de l'entreprise, des collaborateurs de l'entreprise. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on ramène en plus dans le contrat qu'on signe avec le collaborateur. La ressource humaine est devenue très rare, de qualité, est devenue très rare en Algérie. Et du coup, il y a énormément d'efforts qui sont faits par les entreprises dans le cadre de la formation, mais aussi énormément d'efforts dans la mise à disposition d'avantages comparatifs par rapport à d'autres entreprises. Donc, ils donnent des formations, ils donnent éventuellement des voyages, des primes, etc. Ce qui marche, c'est la voiture de service. Là, effectivement, c'est la connexion Internet, et c'est l'ordinateur mobile, et c'est aussi une assurance groupe. Une assurance groupe. Pourquoi? On a essayé de garder une bonne ressource. On avait une très bonne SCM chez nous avec une assurance vie. Elle a préféré aller chez l'assureur directement. Non, on a préféré vous l'enlever. C'est différent parce qu'elle était excellente, mais je crois que vous en avez un qui est encore mieux. Voilà, il a gagné sa journée. Il a gagné la journée. Donc voilà, donc sensibilité chez les chefs d'entreprise, oui. ça c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui est en train d'avancer, qui est factuel, qui est en train d'avancer, qui est factuel, effectivement. Parce que demandé par les collaborateurs et demandé par le chef d'entreprise. Monsieur Abdelhakim Soufi, vous êtes quand même dans un secteur globalement qui est porté par le dommage, parce que l'assurance des personnes c'est quelque chose qui arrive, qui est en train de croître de naître. Alors la filière dommage, on avait monsieur Hassan Rifati qui fonctionne un peu comme l'éclaireur, le lanceur d'alerte de ce secteur. Je ne sais pas si ça lui portera bonheur dans l'avenir parce que il le fait régulièrement. Mais là, il dit, il a annoncé déjà il y a 2 ans qu'il y avait un risque systémique montant et il a apporté des chiffres il y a un mois et demi. Il est passé dans cette émission et les chiffres semblent aujourd'hui très préoccupant. La croissance du secteur, c'est une quasi non-croissance, c'est une forme de stagnation, et les niveaux de couverture des risques par les provisions sont très faibles. Les délais de remboursement se rallongent. Les dossiers non traités, ça explose. Et pour le dommage, hein, pour le dommage dans le secteur, pour le secteur, les chiffres qui nous ont été déniés. Personne n'a fait de mise au point depuis. Hein. Ah si. Au niveau de l'UAR, il y a eu une mise. Attention, je vais remettre juste. Je comprends parfaitement votre question et permettez-moi d'y répondre. Ma question, c'était tout simplement, est-ce que ça vous inquiète, vous qui êtes vice-président au sein de l'UAR en charge de l'assurance des personnes? Alors, je suis au niveau de l'UAR en charge des assurances de personnes. Effectivement, ça m'inquiète puisque moi-même ma maison mère est une société dommage. C'est à cela que je voulais arriver. Donc, effectivement, si ma maison mère a quelque chose, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, proportionnellement, toute proportion gardée, effectivement, ça va avoir des conséquences sur notre activité. Sauf que il faut savoir raison garder. Il y a eu un travail entre guillemets de nettoyage des dossiers qui étaient en réserve, et Monsieur Rifati vous l'a dit, qui a été fait, et c'est un travail énorme. Problème, c'est qu'à un moment donné, il y a eu la fameuse interdiction d'importation des véhicules. Et ce que j'avais dit à l'époque, c'est que ce n'était pas ça qui allait faire la crise, c'était la durée. La vraie problématique, c'était la durée de la crise. Là, je vois qu'on est en voie de sortie. Ce que je vois, c'est qu'on a l'usine Hyundai, polémique, pas polémique, mais en tout cas, il y a l'usine Hyundai qui a ouverte. Il y a Volkswagen qui ouvre la semaine prochaine. Donc, l'activité est en train de reprendre. Pas en importation, en immatriculation. Le chiffre dont je parlais, c'est un chiffre qui oppose les nouvelles immatriculations telles qu'elles ont existé en 2015 et en 2016 versus le chiffre d'affaires qu'elles auraient dû générer, le chiffre d'affaires additionnel qu'elles auraient dû générer dans le secteur de la planche. Or, elles n'ont pas généré ce chiffre d'affaires, elles ont généré beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre des tarifs. Une guerre Alors,
Ça, sur la guerre des tarifs, là, je suis absolument d'accord avec Monsieur Khlifati. C'est mortel. Alors, attendez, je vais vous dire même mieux. Je vais aller même plus loin que Monsieur Khlifati. Il y a la guerre des tarifs qui fait rage entre les compagnies. Il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau de l'UAR pour pouvoir même pénaliser, je parle en termes entre nous, hein, c'est au sein de l'Union. Je parle pas de pénal. Non. Ouais. Il y a la commission de supervision au niveau du ministère qui va prendre les choses en main. Il y a une convention qui va être signée entre tous les acteurs du secteur, disant comme quoi on va pas sur ce type de dumping qui est destructeur. Mais je vais aller même plus loin. C'est aussi de la faute des entreprises, notamment des entreprises publiques. Pourquoi? Mais c'est pas de leur faute à elles, c'est la philosophie. Quand vous me faites un avis d'appel d'offres et que l'avis d'appel d'offres, alors qu'on a tous le même agrément et que l'avis d'appel d'offres et les conditions de l'avis d'appel d'offres font que vous êtes rejeté dès la première lecture, je suis désolé. Quand vous avez une philosophie, parce qu'il y a des clauses d'exclusion qui sont clauses d'exclusion. Quand vous me dites à moi, compagnie d'assurance de personnes, vous devez avoir une existence de plus de 8 ans. Attendez, c'est en 2011 que je suis arrivé. Quand vous dites que vous devez avoir 240 agences sur tout le territoire national, ça c'est pour le dommage ou pour l'avis. Je suis désolé, on vient de commencer, mais on a un agrément, donc on peut travailler. Quand vous me dites non, vous avez un capital social qui n'est pas de 10 milliards de dinars. Attendez. C'est pas le capital social. Aucune compagnie d'assurance aujourd'hui ne peut, sans réassurance, sur ses propres fonds, couvrir un sinistre majeur. C'est impossible. Ni la CAR, ni la CAT, ni la SA, ni personne dans le monde. Il faut avoir ces réassurances. C'est ça qui est important. Et en ça, le législateur a très bien intervenu puisqu'il a dit que les notations des compagnies de réassurance qui interviendraient sur le marché doivent être à un très haut niveau. Donc de B à A. Bon, c'est les Standard & Poor's, etc. Je suis d'accord avec vous, mais maintenant il faut arrêter aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est soit vous voulez qu'on travaille en bonne intelligence et en toute transparence, soit vous voulez travailler avec le secteur public et puis c'est terminé. Alors je vais vous reposer la question pour vous suivre. Si les assureurs historiques entre guillemets publics continuent de bénéficier de cet avantage, une forme de rente de situation qui fait que les grandes primes émises par le secteur public sont pour eux. Pour ces compagnies-là, parce qu'il y a ces clauses qui éliminent le privé. Ouais. Pourquoi elles seraient obligées de faire du dumping? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'elles participent beaucoup au dumping sur le dommage. Pourquoi? Parce que c'est ça qui leur permet de casser les prix d'être sûr d'avoir un marché, donc elles peuvent casser les prix Non. On est dans une concurrence qui est, alors certains disent que c'est une concurrence déloyale. Non. On est dans une concurrence qui n'est pas saine. C'est-à-dire que chacun tire de son côté. Et comme il y a une chute de l'activité qui est quand même assez remarquable, alors tout le monde veut essayer de ne pas avoir de sortie de portefeuille. Et tout le monde attaque tout le monde. Veut garder ses clients. Déjà, le fait de ne pas avoir de sortie de portefeuille, c'est déjà très encourageant. C'est déjà un exploit en soi. Et à un moment donné, on se retrouve avec des gens qui vont vous faire 90% de réduction sur une flotte de 10 000 véhicules. C'est pas possible. Vous allez avoir. C'est arrivé, ça? Bien sûr que c'est arrivé. On veut des noms à l'invité du direct. C'est quel? Écoutez, ça c'est pas à moi de vous le dire. Hein. Il y a beaucoup. Nous, on les connaît. On connaît nos faiblesses. Mais à un moment donné, ceux qui l'ont fait se reconnaîtront. Mais Monsieur Soufi, sérieusement, quand on fait une ristourne de 90% sur un parc de 10 000 véhicules, on ne devient pas solvable au bout de quelques temps, c'est pas possible. Non, on l'est pas. C'est pas possible. Non, c'est pas qu'on devient solvable, on ne l'est pas. Oui, parce que c'est aussi simple que ça. Les coûts de réparation, la sinistralité pour la prendre en charge, il faut avoir de la trésorerie. Mais c'est voulu aussi par les chefs d'entreprise qui acceptent. Faut arrêter d'accepter le moins 10 ans. Faut arrêter d'accepter ce phénomène de moins 10 ans. Ça sert à rien, monsieur. Quand vous allez vous acheter un costume à vil prix, ce costume, vous le changerez au bout de 6 mois. Mais quand vous achetez un costume chez un tailleur et qui coûte très cher, il va vous rester 20 ans. Ce que je veux vous dire, ce comparatif qui est basique, mais c'est pour vous dire, prenez la qualité. Arrêtez de prendre des compagnies d'assurance qui vont vous faire plaisir en vous donnant 80-90% de réduction. Monsieur Soufiane, vous voulez être remboursé. On est dans une Excusez-moi. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vous qui avez la parole. Non, merci 1000 fois. Vous voulez être remboursé. Parce qu'à un moment donné, faut appeler un chat un chat. Et il faut avoir la conscience du bon gestionnaire. Vous voulez être remboursé, monsieur, sachez qu'à un moment donné, il y a un point, il y a un indice sur lequel vous ne pouvez pas aller plus bas
Sinon, vous n'allez pas être remboursé en temps et en heure. Alors, nous, qu'est-ce qu'on se fait? Certains clients, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah écoute, si c'est moi le monsieur, il a signé un contrat, j'ai pris 90% de réduction, bah à la limite, moi je m'en fous. Il me donne mon remboursement. Quand j'ai sinistre, il est obligé de par la loi, et il a raison. Il a raison. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et c'est tout le sens de l'accord. Alors, ma question, c'est que tout. fait le régulateur? C'est pas le régulateur qui doit le faire. Le régulateur peut se rendre compte qu'il y a une dérive de ce type-là. Attendez, je prends l'exemple de notre secteur à nous, l'audiovisuel. Quand il y a de la mauvaise qualité, de la médiocrité et parfois même quelque chose de très agressif, je pense à Nahar et à l'affaire Boudjedra, il y a un régulateur qui s'appelle l'Arav, il est interpellé, il doit intervenir et remettre de l'ordre. Dans votre secteur, le régulateur doit suivre les comptes, vérifier si les compagnies couvrent leur risque suffisamment, qu'elles sont en train de faire les provisions, évaluer si la provision elle est à 15 000 à 4 000 dinars alors qu'un risque moyen se couvre à 15 000 dinars, il y a un problème. Alors je vous explique. Le régulateur fait les lois. Celui qui doit mettre de l'ordre dans le secteur, c'est l'UAR. C'est l'Union des compagnies d'assurance et de réassurance algérienne. Ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est qu'on est en train de mettre en place une convention dans laquelle il est clairement stipulé que si nous allons sur ce type de réduction, sur ce type de travail, sur ce type de réduction qui sont destructrices de valeur, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ça va remonter au niveau du ministère. Et ne vous inquiétez pas, le ministère sait exactement ce qu'il a à faire dans ce genre de situation. Parce qu'il est vrai que le législateur, faut le dire, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Oui, le ministre des Finances, Monsieur Babahami, qui a quitté ses fonctions, ça va vite en ce moment au ministère des Finances, avait évoqué à la fin de l'année dernière, en 2016, alors, un problème de je rebondis sur Monsieur Babahami. Monsieur Babahami a fait ce qu'il devait faire en tant que ministre des Finances. N'oublions pas qu'il était directeur général du Trésor. Et puis, le plus important, c'est qu'il a été remplacé aujourd'hui par qui? Par Monsieur Raouya. Monsieur Raouya, qui est le directeur, qui était l'ancien directeur général des impôts. Ça veut dire qu'il est formalisé, il est concentré sur l'aspect fiscal de l'activité des compagnies d'assurance et des banques et des institutions financières. Donc il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux que lui pour connaître la situation exacte des compagnies d'assurance. Maintenant, il faut savoir une chose. Monsieur Raouya, c'est quelqu'un qui est extrêmement carré et droit dans ses bottes. Le travail qui a été fait par Monsieur Babahami et qui va être repris, évidemment, avec toute l'intelligence qui le caractérise par le ministre des Finances, va avoir un effet fabuleux sur le marché. Parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter. Parce qu'une compagnie d'assurance qui fait du dumping, et là, je parle des publics ou des privés, il y a plus. Alors là, on est vraiment plus dans la différence. Bien sûr. Une société d'assurance qui fait du dumping, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il réduit comme peau de chagrin son assiette fiscale. Absolument, c'est de l'éviction. Et aujourd'hui, on a besoin de quoi? Et aujourd'hui, on a besoin de quoi? De contribution des entreprises. Une dernière petite chose aussi. Et là, je fais vraiment appel à l'ensemble des forces vives du ministère des Finances. En premier lieu, le ministre des Finances. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de ces entreprises locales, privées, de droit algérien, même si elles sont d'origine étrangère, pour pouvoir augmenter l'assiette fiscale. Pour augmenter l'assiette fiscale des compagnies, notamment comme celle des nôtres, moi je fais un appel, c'est qu'aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant qu'on a suspendu l'assurance santé internationale. L'assurance santé internationale est une assurance extrêmement importante et qui peut générer jusqu'à 1, voire 2 milliards de dinars de chiffre d'affaires la première année. Et donc, aujourd'hui, elle n'est pas interdite, aujourd'hui elle est suspendue. Et aujourd'hui, j'ai même envoyé une lettre au ministère des Finances, pas au ministre des Finances, j'ai envoyé une lettre au ministère des Finances, la direction des assurances, pour dire qu'il faudrait, et je ne demande aucune forme d'exclusivité. La lettre, ça remonte à longtemps. Hein. Non, j'en ai fait plusieurs. Voilà, en septembre 2015 déjà, absolument. Sur ce plateau, vous nous parliez de cette lettre. Absolument. Et là, j'en ai fait une autre dernièrement, il y a quelques semaines, ça remonte à 3 semaines, dans laquelle je redonne encore les raisons pour lesquelles, et je demande encore au ministère des Finances de pouvoir annuler cette suspension. Parce qu'elle va générer de la prime. Aujourd'hui, il faut que tous nos auditeurs comprennent une chose. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance, les banques, les institutions financières sont parmi les seules à pouvoir générer de la recette fiscale. En plus, c'est une recette fiscale qui est totalement traçable puisqu'on est tous dotés d'un ERP. On est tous dotés d'un logiciel de gestion. Tout est informatisé. Si c'est pas informatisé, c'est numéroté, les attestations, etc. Donc, le contrôle est fait, et je peux vous dire que le contrôle est fait
Tout le temps, systématiquement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas aller dans la réflexion. Allez, fiscalité, on va ramener ce qu'il y a. Non, il faut augmenter cette fiscalité. Élargir l'assiette. Pour élargir l'assiette, il faut mettre en place de nouveaux produits. Et parmi les donc nouveaux vous pouvez produits, être un grand collecteur d'épargne, notamment cette épargne qu'on n'a pas réussi à capter, celle de l'informel, et une autre. Je vais vous donner une autre idée, un autre concept que j'ai développé, dont j'ai parlé plusieurs fois. C'est qu'à un moment donné, et puis je vais vous reparler de l'automobile par la suite, mais à un moment donné, vous avez la CNAS par exemple. La CNAS fait un excellent travail depuis 1962. Puis le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de continuer sur cette lancée. Donc moi, je milite pour que les compagnies d'assurance publiques comme privées soient un dispositif d'appui. Comment? Parce que attendez, je vous ramène un problème, j'essaye de trouver une solution. Maintenant, aux législateurs et aux régulateurs de voir comment ça peut se faire. Les assurances groupes. On parle des assurances groupes. Sur la santé, juste la réserve des autorités, elle vient d'où? C'est le problème pourquoi c'est toujours suspendu? C'est le problème du transfert de dinar devises. Où est-ce que se situe là? Non. Ces produits existent en Tunisie et au Maroc. Absolument. Voilà. Mais je vais vous expliquer. Au début, et le législateur a eu raison, quelque part a eu raison. Au début, il a dit OK. Vous voulez faire de la santé internationale, donc vous voulez couvrir les Algériens qui seraient tentés ou qui auraient la possibilité de se faire opérer à l'étranger. On veut bien, mais commencez déjà par l'Algérie. Oui, c'est ce que c'est. On vous a invité à le faire voilà. ici. Vous avez commencé à le faire d'abord. Absolument. Ici. On l'a fait. On a mis en place ce qu'on appelle un TPA. On fait tout ce qui est tiers payant. Donc on a réussi à toute chose malheur est bon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils nous ont bloqués. Ils ont suspendu cette garantie en nous disant concentrez-vous sur l'Algérie. Maintenant que c'est fait, je suis convaincu. Maintenant que c'est fait et qu'on est, c'est-à-dire le processus a été enclenché sur l'assurance santé locale. Maintenant, laissons-le évoluer. Maintenant, ouvrons un autre volet. Aujourd'hui, je vous l'ai dit dès le début, je suis un optimiste, un éternel optimiste. Moi, mon pays, c'est le meilleur pays du monde. Moi, mon pays, il est capable de faire de grandes choses. Moi, mon pays a des jeunes qui ont des idées fantastiques. Il a des moins jeunes qui ont des idées aussi. Je vais pas vous suivre sur ce terrain. Aussi fantastiques. Mais bon, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que laissez-nous travailler. Donnez-nous les moyens. Venez, on fait une union sacrée. Parce que vous savez aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est pas de l'argent. Non. La preuve, tout le monde parle de l'informel. Ça veut dire qu'il y a de l'argent dans ce pays. Aujourd'hui, il y a un cadre législatif et réglementaire à mettre en place parce que l'actuel ne répond plus aux besoins du moment, de l'époque. Vous comprenez? Monsieur Soufi, vous nous dites, c'est pas l'argent. Moi, j'ai reçu des chefs d'entreprise du bâtiment ici, qui ont des milliards de dinars de créances impayées. Oh, et ma question, c'est, attendez. Ma question, c'est, est-ce que ces risques de défaut de paiement, qui par ricochet touche votre environnement, puisque ça peut toucher vos clients, etc. Est-ce que vous le redoutez pas? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il freine votre croissance? D'abord, tout ce qui est libellé en dinars, on n'est pas dans la même configuration que l'Europe, par exemple, lorsqu'elle a subi sa crise. Pourquoi? Parce que l'Europe, tous les pays européens voient leur monnaie être frappée au niveau de la Banque Centrale Européenne. On est bien d'accord. Donc nous, en Algérie, c'est la Banque d'Algérie. On peut tirer sur la planche, c'est ce que vous êtes en train de dire? Ça peut Vous êtes pas contre un taux d'inflation important? Non, je suis contre un taux d'inflation important, mais il y a un équilibre à mettre en place. Cet équilibre peut être pris en charge par les compagnies d'assurance, puisqu'à la base, la compagnie d'assurance, c'est ce dont je vous parlais, lorsqu'on parlait de la CNAS, la compagnie d'assurance peut augmenter. Aujourd'hui, on intervient sur les 20% du ticket modérateur. Aujourd'hui, je dis, et je l'ai écrit, nous souhaitons devenir un dispositif d'appui à la CNAS. Avec la possibilité, donnez-nous la possibilité d'augmenter ce ticket modérateur, enfin notre participation de 5% par an pour arriver jusqu'à 40 ou 45%. Ça nous permettrait à nous d'élargir notre assiette fiscale, ça permettrait de diminuer un peu la charge financière sur les épaules de la CNAS, ça permettrait de capter de l'épargne. La santé internationale est un facteur de captation d'épargne.
Aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, mais monsieur Soufi, il faudrait aller aussi sur la bourse. La bourse est embryonnaire. Notre ami, qui est le monsieur Ben Mouhoub, qui est en train de faire un travail fantastique, il fait ce qu'il peut. Il est en train de faire un travail, mais de tous les jours sur la bourse. Il y a encore 5 ou 6 valeurs. Quand il y en aura 30, 40, 50, quand ça sera dynamique, là, à ce moment-là, on pourra proposer des complémentaires retraite, des assurances chômage, etc., etc. On pourrait le faire. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce que on a 10 produits. Sur les 10 produits, on vend quoi? On vend de l'assurance voyage, on vend de l'assurance groupe, on vend de la temporaire ODC, c'est-à-dire tout ce qui est crédit immobilier, etc. Bon, attendez, je veux bien, mais à un moment donné, à l'impossible, nul n'est tenu. Ce que je veux vous dire par là, c'est que soit vous donnez les moyens légaux aux compagnies d'assurance d'avancer, parce que aujourd'hui, ce dont on a besoin de développer l'économie dans notre pays. On parle souvent d'export. Je suis d'accord avec vous, il faut exporter. Je veux bien, mais réglez d'abord, d'abord chez vous. Chez vous, ensuite pour aller au niveau de l'export. Monsieur Soufi, le marché financier dont vous parlez, qui pourrait beaucoup vous aider justement à élargir vos produits et à transformer l'épargne que vous allez capter en épargne longue durée avec les placements, grâce à donc n'est pas survenu depuis 2 ans, on en a parlé la dernière fois. Vous restez quand même optimiste parce que on va. Bon, monsieur Yazid Ben Mouhoub fait du bon travail, oui. Mais il faut bien se rendre compte que ça n'avance pas. Ouais. Bah alors je vais vous dire, je vais reprendre une maxime qui a été lancée, qui a fait la mode sur Twitter, c'est make the planet great again. Moi je vous dirais make Algeria great again. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a été déjà great. Pardon? Make Algeria great again, ça veut dire qu'elle a rien qu'avec vous. Elle n'a pas été great. Bah, à quel moment? Bah, c'est pour ça. Non, je suis pas en train de dire qu'elle n'a pas été. Je veux retrouver quels sont les repères. Quels sont les repères? C'est l'époque Boumediene, c'est l'époque Chadli, c'est l'époque Cheikh Ibrahim, c'est quoi l'époque? Je ne parle pas du passé, je ne regarde pas dans le passé. Non, quand vous dites make Algeria great again, oui. C'est à nouveau. Ah, bien sûr. Faites que l'Algérie soit grande à nouveau. Oui. De nouveau, bien sûr. Oui. Alors, quelle est votre période de repère? Attendez, je suis pas en train de dire que l'Algérie n'a pas été grande, qu'on s'entende bien. Oui. Voilà. Je suis en train de dire quelle est votre période? Mais vous venez de répondre. Quelle est votre période? Mais vous venez de répondre. Mm-hmm. Elle n'a pas été grande. Oui, même dans les difficultés, elle n'a pas été grande. Donc elle n'est pas grande en ce moment. Elle l'est. Ben, et il faut qu'elle l'ait encore. Et il faut qu'elle le soit. Si vous dites qu'il faut le refaire, elle l'est pas en ce moment. Il faut qu'elle le soit encore plus. Moi, excusez-moi, elle l'est beaucoup plus que pendant l'époque du terrorisme ou de la tragédie nationale. Non, on peut en parler des heures. Ce que je veux vous dire par là, c'est que maintenant, écoutez, il y a un vivier de talent. Je suis en train de le vivre moi-même. Alors, vous allez en dire un mot. Vous êtes toujours au FCE. Oui. Vous êtes toujours vice-président de la FCE Jeune. C'est le cas, c'est plus le cas? Non, je fais partie du FCE Jeune, mais je suis plus dans le comité exécutif du Forum des chefs d'entreprise. On va finir cet entretien sur comment vous regardez, à partir du FCE, l'évolution du doing business en Algérie, l'évolution du contexte d'affaires pour les entreprises. En 2015, quand vous êtes passé dans cette émission, vous étiez très enthousiaste, il y avait beaucoup de projets. Depuis, peut-être que cet enthousiasme est retombé parce que il y a eu dernièrement une fuite sur une correspondance du FCE qui pointait toutes les promesses non tenues par le gouvernement Sellel avant qu'il s'en aille. Alors c'était pas des promesses non tenues par le gouvernement Sellel, c'était exactement, j'y étais, c'est une note qui a été faite sur l'ensemble, parce que le président du FCE et toute son équipe avaient fait les 42 wilayas sur 48, avaient fait une visite à l'intérieur du pays et avaient répertorié l'ensemble des problématiques de ces entreprises-là qu'il doit envoyer ou qu'il a envoyé. Ça, je rentre pas dans je ne sais pas s'il l'a fait encore, parce que peut-être que c'est pas encore totalement terminé. Et c'était pas des promesses non tenues, c'était des problématiques qu'il voyait sur le terrain. Alors moi, je suis optimiste, enthousiaste. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, je peux citer une promesse non tenue, l'ouverture. Monsieur Ali Haddad, président du FCE, quand on entendait parler, on pensait que c'était quasiment acquis, l'ouverture des secteurs qui sont encore fermés à l'investissement privé des nationaux, transport aérien, transport maritime, la banque privée algérienne qui n'existe pas. Vous êtes bien placé. Excusez-moi, la banque privée algérienne, dans la loi, elle existe. Non, il y en a pas. Enfin, depuis l'affaire, elles ont disparu. Depuis l'affaire Khalifa. Mais factuellement. Oui. Pourquoi ça peut pas se faire? Parce qu'il y a personne qui est venu pour demander son agrément bancaire. Ah non, je pense que le signal qui a été envoyé par le gouverneur de la Banque d'Algérie de l'époque, c'était pas la peine.
La loi est là, monsieur. Maintenant, signal ou pas signal, la loi est là. Un investisseur. Vous êtes le premier à nous dire que s'il n'y a pas de banque privée algérienne, c'est que personne n'a voulu en faire depuis quelques années. Aucun projet. Je dis que la loi est là. La loi le permet. Aujourd'hui, vous avez des signaux, ça reste non officiel. C'est ce que je vous dis. C'est pas. Attendez, vous savez qu'il y a 32 dossiers d'agrément qui sont en souffrance depuis des années à la banque d'Algérie. Mais ça c'est pas. Dans une partie, j'imagine, dans une partie algérienne, mais l'essentiel ce sont des banques étrangères. Donc, pourquoi voulez-vous qu'il y ait un dossier de plus qui aille, si on n'ouvre pas, si on n'améliore pas la concurrence dans le secteur bancaire? Je vais vous dire. Au niveau du secteur bancaire, au niveau du secteur financier, en règle générale, vous avez une sous-bancarisation qui est criarde. Comment voulez-vous? On va se poser une question. Sur les 50 propositions, et j'ai participé à les écrire, sur les 50 propositions du Forum des chefs d'entreprise pour une émergence d'une économie nouvelle en Algérie, il y avait dans un des articles une demande qui avait été faite expressément par le Forum des chefs d'entreprise dans laquelle on disait pour pouvoir bancariser, pouvoir avoir un taux de bancarisation qui soit satisfaisant en Algérie, faut déjà passer sur des choses factuelles. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez qu'une banque aujourd'hui ne peut pas ouvrir d'agence sans agrément bancaire? Ça veut dire qu'il faut qu'ils trouvent l'agence, qu'ils la louent, qu'ils forment le personnel, qu'ils la rendent opérationnelle et qu'ils attendent l'agrément. Je veux dire, bon, attendez. C'est logique, ça? Je connais très bien ce problème. C'est logique? C'est pas logique. Bah alors? Ça veut dire quoi? Ça rejoint ce que je suis en train de vous dire. C'est pas ça qui a empêché les projets de banques privées algériennes de se mettre en place. Quand vous avez un capital de 10 milliards de dinars, mais qui va vous ramener 10 milliards de dinars actuellement? Si ce n'est les étrangers. Qui va vous les ramener? Une des demandes que j'ai faites au niveau du Forum des chefs d'entreprise, c'est justement qu'il fallait baisser, même au niveau des compagnies d'assurance, qu'il faut baisser le capital social des activités réglementées. Je peux te dire que c'est pas près d'arriver. Oui, c'est peut-être pas près d'arriver, mais ça a au moins le mérite d'être demandé. Parce que maintenant, je vais vous dire une chose. C'est une barrière d'entrée qui est trop haute. Mais évidemment. Mais aujourd'hui, parce qu'attention, on parle de banque, on parle de compagnie d'assurance. Oui. On va pas donner un capital social de 2 millions de dinars, on est bien d'accord. Mais il y a un fait, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez des opérateurs locaux, vous voulez de l'investissement sur le marché, vous voulez du dynamisme financier sur le marché. Je vous demande pas d'ouvrir, je vous demande de faciliter. Mais quand même, vous êtes en train de dire le FCE n'a pas interpellé le gouvernement sur les promesses non tenues. Mais globalement, vous faites quel bilan de cette dernière période où vous vous attendiez quand même à plus de diversification, plus d'ouverture, plus de réformes? Pour marcher, il faut faire un pas. Avant, on s'entendait pas. Avant, on se parlait pas. Aujourd'hui, dites-moi. Depuis l'arrivée du FCE. Vous n'arriverez pas à vous faire dire du mal du gouvernement Sellal, décidément. Et c'est pas dire du mal du gouvernement Sellal. Ils ont fait un travail. Regardez ce qui se passe, monsieur. Regardez ce qui se passe. On est en train de vivre. Je le fais parce qu'il est parti, donc en principe ça doit être plus facile. Je blague. Je vais vous dire. Non. Sérieusement, qu'est-ce que vous attendez, monsieur Tebboune? Je vais vous dire. Juste une petite chose. Pour celui qui est parti, le Premier ministre Sellal, l'ex-Premier ministre Sellal, ça a été pour moi, que vous le vouliez ou non, quelqu'un qui a tenu la barre. Parce qu'attention, moi je veux juste vous remettre remettre un peu les choses dans leur cadre. Yannis, on est dans une situation, et vous êtes tous d'accord avec moi pour dire qu'on est dans une situation extrêmement tendue. Que ça soit au niveau de nos voisins, que ça soit d'abord au niveau de nos comptes extérieurs. Bon, on est bien d'accord. Il a tenu la barre ou il a pas tenu la barre? Alors, il faut pas me poser des questions, moi, c'est juste de répondre. Non, mais je vous pose la question. Est-ce qu'il y a eu une continuité? Est-ce qu'il y a eu un travail? C'est ce qu'on lui reproche. C'est la continuité, alors qu'il y avait nécessité de faire une rupture. En 2014, on est passé de 118 à 40. Pouvait-il faire autrement? Est-ce qu'on est dans le secret des dieux? Est-ce qu'on sait exactement, on connaît tous les tenants et les aboutissants? Maintenant, monsieur Tebboune est arrivé, qui est notre Premier ministre aujourd'hui. Monsieur Tebboune dit, il va falloir se serrer la ceinture. À juste titre. Alors là, il est factuel et il est même réaliste. Mais simplement pour se serrer la ceinture, va falloir ouvrir d'autres secteurs. Va falloir permettre l'investissement. Va falloir dynamiser l'activité. Pour ça, il y a un cadre législatif et réglementaire à mettre en place. Aujourd'hui, le Forum des chefs d'entreprise est en train de faire un travail de communication. Il a transmis un ensemble d'informations. Aujourd'hui, je dis, il faut aller plus loin, plus vite, et il faut négocier ce virage maintenant. Monsieur Soufi, on va terminer quand même d'un mot sur le corporate. Je pars demain en Tunisie. Oui. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est juste pour illustrer.
j'ai besoin d'une assurance. Vous voyez, je me viens de rendre compte que j'en ai pas. Est-ce que je peux, en ouvrant mon laptop maintenant, m'assurer chez Masservi? Vous avez votre carte CIB? Vous avez votre code à 6 chiffres? Oui. Vous avez tous les numéros sur votre carte? Oui, vous pouvez le faire dès maintenant. Et si j'ai pas d'argent sur mon compte, vous faites pas de crédit. Si j'ai pas d'argent sur mon compte, c'est la SACIM qui vous refuse l'authentification, c'est pas moi. Donc vous êtes digitalisé de ce point de vue-là, ça fonctionne. Absolument, ça fonctionne parfaitement et on en est très fiers. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Soufi. Merci d'avoir été notre invité. Allah yahfadek. Merci beaucoup. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.